que vous nous parliez un petit peu de la création de la loge de recherche de la Grande Loge féminine, qui a été créée en 2016. J'aimerais que vous nous indiquiez un petit peu quels ont été ses objectifs. Nous avions comme projet d'avoir tous les rites représentés dans notre loge et toutes les régions de France. Et donc, il a fallu que petit à petit les choses se mettent en place et petit à petit aussi que la Grande Loge féminine de France, puisque le projet était de Marie-Thérèse Besson quand elle est montée en charge, que la Grande Loge féminine de France se dote d'une loge nationale de recherche et donc que le projet soit présenté et accepté dans un convent. Nous avons décidé de travailler sur l'hermétisme et les traces de l'hermétisme dans nos rituels pour justement trouver ce fond commun qui allait nous permettre de construire, de bâtir tous ensemble. Voilà. Alors, dans le cahier Bathilde de vérité, numéro 1, euh, titré Hermès, 30 pages ont été consacrées à la duchesse Bathilde d'Orléans. Oui. Bathilde d'Orléans, citoyenne vérité. Quels ont été les points forts historiques de son activité maçonnique? Tout d'abord, je tiens à préciser que notre loge de recherche s'appelle Bathilde de vérité. Donc, cette Bathilde d'Orléans est un personnage tout à fait intéressant parce que voilà une princesse du sang qui devient franc-maçonne, qui devient grande maîtresse des loges d'adoption. Donc, jusque-là, on pourrait dire c'est classique. Mais cette Bathilde d'Orléans, très jeune, avait l'âme artiste. Elle a écrit même une petite pièce de musique, un petit rondeau pour le jeune Mozart quand il était en voyage à Paris. Elle-même était encore, elle devait avoir 12 ou 13 ans. Et puis par la suite, elle a écrit des pièces de théâtre, dont une pièce de théâtre qui a extrêmement scandalisé, puisqu'elle y réglait d'une certaine manière ses comptes avec un époux qu'elle avait follement aimé et qu'il avait follement aimé, mais qui était très volage et libertin, comme on aimait à l'être en ces temps-là. Et donc, elle s'est fait interdire de cours. Et par la suite, elle a laissé comment dirais-je, une image tellement scandaleuse que son neveu Louis-Philippe, à sa mort, a détruit un certain nombre d'écrits de Bathilde. Donc, personne scandaleuse, mais aussi personne charitable, influencée par les écrits et par la relation qu'elle avait privilégiée avec Louis-Claude de Saint-Martin, sensible à toutes sortes de recherches spirituelles, pédagogue dans l'âme, donc un personnage extraordinaire, charitable, une grande dame charitable, soignant les gens, à la découverte et à la recherche de toutes les nouvelles techniques, alors du baquet de Mesmer, depuis Ségur, etc., de tout ce qui allait peut-être permettre à l'esprit humain, je dirais, de s'accroître et de se connaître. Donc, on pourrait dire presque que ces travaux, ces premières expérimentations sont à l'origine d'un certain nombre de thérapies qui sont aujourd'hui pratiquées. L'hypnose, par exemple. Le légendaire Hermès grec serait à rapprocher du Thoth égyptien. Et pourquoi avez-vous parlé du foisonnement d'Hermès? Est-ce que c'est parce que ce numéro parle du malin au grand initié dans C'est tous ça. ses aspects ou y a-t-il d'autres raisons? Non, 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 c'est parce que voilà un petit gamin, un petit trublion de 3 ans qui est un petit dieu de rien du tout et qui décide de devenir un vrai dieu sur l'Olympe, qui accomplit toutes sortes je dirais, de plaisanteries plus ou moins douteuses à l'égard d'Apollon, qui, convoqué à l'Olympe, va en profiter pour faire rire son père Zeus, puisque c'est un des nombreux enfants de Zeus, qui, pour se faire accepter par Héra, parce qu'il est très intelligent, lui saute sur les genoux en se transformant physiquement, en ressemblant à Mars. Du coup, elle lui donne le sein. Du coup, bon, ben, il est obligé d'être accepté par Héra, qui ne pourra pas le poursuivre de sa jalousie vindicative. Bon, alors ça, c'est le premier Hermès. Hein. Après, c'est le Hermès, on connaît le dieu des marchands, le dieu des voleurs, le dieu qui est le dieu qui fait le lien de Zeus avec la planète Terre, qui peut visiter les 3 mondes et qui, au fil du temps, qui marque les bornes et qui, au fil du temps, va devenir quelqu'un qui va être, bien sûr, ce dieu de l'intelligence, bien sûr, ce dieu qui va permettre toutes sortes de combinations, et comme on dirait en Italie, mais aussi quelqu'un qui va s'assagir
au point de devenir, je dirais, l'image du sage par excellence. Alors après, les Grecs vont trouver du temps d'Alexandrie qui ressemble beaucoup au Thoth égyptien, donc ça va, les deux images du grec et de l'égyptien vont fusionner, hein, c'est Hermès Thoth, et c'est celui-là qui va donner naissance à un personnage qui s'appelle Hermès Trismégiste. Donc, selon les légendes, il est divin ou il n'est pas divin, mais c'est quand même un grand esprit. Et cet Hermès Trismégiste est celui qui signe un certain nombre de textes euh, à l'époque d'Alexandrie. Et bien entendu, ces textes sont très divers, puisque ce sont des auteurs très divers qui vont se mettre sous son égide et qui vont nous proposer des itinéraires ou des réflexions philosophiques, initiatiques extrêmement diverses. Et, et ces textes-là sont d'une part très beaux à lire, sont très empreints de poésie et d'interrogation sur notre monde jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, ils vont être source, je dirais, d'inspiration lorsqu'ils vont être traduits par Marcille Ficin au XVe siècle pour un certain nombre de personnes qui sont en recherche spirituelle, je dirais, au XVIe siècle. Et de là, dans la franc-maçonnerie, nous le retrouvons. Alors, on va parler un peu d'Asclépius. Asclépius, parfois nommé Esculape. Si c'était une figure de l'hermétisme alexandrin, quels étaient les messages qu'il véhiculait à cette époque? Alors, Asclépius, on le voit intervenir, être un élève de notre Hermès Trismégiste. Et dans le livre qui s'appelle plus particulièrement Asclépius ou dans le Discours parfait, on va trouver Asclépius en compagnie de Tate, qui est dit fils d'Hermès, mais on comprend bien que Tate et Thoth, c'est la même racine. Et on le trouve aussi en présence, donc il y a Asclépius, Amon et Thoth, Tate, qui sont trois élèves, les trois, je dis bien, d'Hermès. Et à ce moment-là, donc Hermès, il va représenter l'intellect de la divinité, quoi. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un foisonnement d'Hermès. Et eh bien là, on en a par exemple l'image dans ce personnage. Donc Asclépius, comme on le sait, par ailleurs, est évidemment Médecin? a pour attribut, voilà, a pour attribut la médecine, le bâton que l'on connaît, qui n'est pas le même que le caducée d'Hermès, mais on voit quand même le lien symbolique entre le caducée d'Hermès et notre Asclépius. Mais ce qui importe surtout quand on lit le Corpus Hermeticum, c'est de voir qu'Asclépius, là, est l'élève d'Hermès, ça colle, mais aussi que c'est un texte qui va nous permettre de comprendre comment pour les Grecs d'Alexandrie, il y avait une conception du tout. Le tout, on connaît, un topan, et comment elle se manifeste dans des écrits, on va dire, d'un certain nombre de Grecs d'Alexandrie, quoi. Dans ce texte de l'Asclépius alexandrin, on a cette question de la vie après la mort. L'âme, pour eux, est éternelle, par exemple, mais euh, l'âme est éternelle, mais les êtres vivants sont dotés de deux qualités différentes et vont avoir un itinéraire de vie, pardon, extrêmement différent. Donc, dans le devenir des âmes, eh bien, il y a les élus, ceux qui, par la force de leur travail, de leur recherche spirituelle, etc., vont recevoir en quelque sorte les diverses dimensions de l'intellect. Ceux-là vont devenir, vont rejoindre l'intellect parfait en quelque sorte. Et puis, il y a ceux qui euh, n'auront pas fait ce travail-là et qui vont être condamnés, on va dire, à des réincarnations. C'est que les alchimistes ont toujours dit qu'il y a une phase dans l'alchimie qui est un travail de femme et un jeu d'enfant. Et c'est une chose qui m'a toujours énormément plu dans l'alchimie parce que j'aime les travaux de femmes et les jeux d'enfants, les deux. Et
Et justement, travaux de femmes, eh bien, cette invention du bain-marie, que l'on doit donc, en fait, à une alchimiste, et donc à une femme, ça m'a terriblement, bien entendu, intéressée. Et je me suis fait un malin plaisir. En fait, c'est elle qui est le déclencheur de ce petit texte. Parce que, bah voilà, voilà les femmes, voilà ce qu'on est. On fait de la cuisine, on manipule toutes sortes de produits, on fait des potions, enfin des choses comme ça. Et puis voilà, et puis il y a des inventions qui ont été faites par des femmes qui disparaissent souvent de la mémoire humaine puisque les femmes passent facilement à la poubelle de l'histoire. Eh bien, en voilà une qui, avec son bain-marie, nous permet de conjoindre le quotidien et le spirituel. Alors, ça, c'est celle-ci. Et puis, Il y a la bien après elle, distillation. parce que Zosime lui dit qu'il est redevable, hein, à Marie. En fait, ces femmes que Zosime évoque, il s'en dit redevable. Et sa sœur Théosébie, euh, il partage avec elle, semble-t-il, un certain nombre aussi de pratiques et de recherches spirituelles, donc de pratiques alchimiques et de recherches spirituelles. Et Théosébie, elle, donc elle lui est contemporaine. Est-ce que c'est réellement sa sœur ou est-ce que c'est sa sœur en esprit? Je n'en sais rien. Donc là, quand il dit que si les choses se gâtent en Égypte, il lui conseille d'aller se mettre à l'abri et de rejoindre Polyménandre. On comprend probablement qu'il s'agit de Polymandrès, qui est l'un des autres grands personnages et grands initiateurs. C'est lui qui a initié Hermès. Donc lui, c'est vraiment l'intellect parfait. Et il lui conseille donc d'aller rejoindre Polyménandre. Le numéro un des cahiers et de recherche Bathilde de vérité était consacré à, on va dire, à Hermès. Quelles seront les thématiques du prochain cahier de loge de recherche numéro 2? Notre travail est conçu sur trois axes, si je peux dire. L'axe majeur étant les travaux sur l'hermétisme, effectivement. On a par ailleurs un autre groupe de recherche qui travaille sur les différentes visions du cosmos, les différentes approches du cosmos, de l'Antiquité à nos jours. Et bien entendu sur la vision du cosmos que l'on a en franc-maçonnerie, ou les visions du cosmos que l'on a en franc-maçonnerie. Et enfin, le troisième groupe de recherche travaille justement sur notre fameuse Bathilde de Bourbon. Donc, cette Bathilde de Bourbon qui avait pris comme autre nom, son frère était devenu Philippe Égalité, elle est devenue Bathilde Citoyenne Vérité. Et donc, travaille sur tout l'entourage de Bathilde d'Orléans, sur ses productions écrites et sur toutes ces initiatives, je parlais tout à l'heure de charité, de pédagogie, d'intérêt pour les prophétesses et de soins. Voilà Ok. un petit peu la structure de ces cahiers qui perdurent dans les cahiers suivants. À très bientôt sur le numéro 2 qui ne saurait tarder à paraître chez Numérilibre. Merci, à bientôt. Merci.